je crée mon contenu rapidement en stories, puis ensuite, je le transforme en article de blog ou en épisode de podcast, en infolette, puis parfois même, ça m'est arrivé, de le transformer en webinaire, en bonne et due forme, parce que si je vois qu'il y a une bonne réaction à du contenu que j'ai créé rapidement comme ça veut dire que le sujet vaut la peine d'être approfondi. Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 67. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère comme d'habitude que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode qui va être un peu plus court que d'habitude. En fait, pour être 100% honnête, depuis quelques mois, je suis un peu à l'arrache avec mon podcast. Je suis très axée sur le coaching, parce qu'avec Positionnement Authentique, avec mes coachings individuels, je suis beaucoup dans la prestation de services en ce moment et ce que ça fait, c'est que, veux pas, des fois, il faut faire des choix, il faut choisir nos priorités. Mes priorités en ce moment, ce sont mes clients. Et quand ça arrive, c'est normal que la création de contenu ou la création de programmes ou, tu sais, les autres sphères de la business, des fois, vont devoir prendre un petit peu plus le côté. Cependant, je pense quand même que quand on est créateur de contenu, la constance est hyper importante, tant et aussi longtemps qu'on reste pertinent, tant et aussi longtemps qu'on crée du contenu de qualité. Et aujourd'hui, donc, je voulais vous donner des petits trucs quand vous sentez que vous n'avez pas le temps nécessairement de créer du contenu tout beau, tout neuf, mais que vous voulez quand même rester présent pour votre audience, pour votre public. Et naturellement, je vais vous parler de comment recycler votre contenu. Et c'est absolument génial, c'est absolument méta, parce que en ce moment, je suis en train de recycler un contenu que j'ai écrit sur le recyclage de contenu parce que justement, je suis dans cette situation. Mais c'est un bon exemple parce que je vais vous montrer, dans le fond, comment le processus se fait. OK? Donc, c'est sûr que la première chose quand on va déterminer, pour faire du bon recyclage de contenu, c'est d'établir nos priorités de contenu et de savoir c'est quoi notre axe éditorial, c'est quoi dans le fond les grands piliers de contenu qu'on a dans notre marque et qui vont faire que notre marque elle est cohérente, notre contenu va être cohérent et justement va être pertinent parce que on ne recycle pas n'importe quel contenu, on va pas juste prendre quelque chose qui était non pertinent ou qui avait été fait comme ça un peu genre sans réfléchir juste parce qu'on veut meubler le silence, mais si on a une stratégie intentionnelle de communication, si on a un bon positionnement de marque aussi et que le contenu est très ancré dans ce positionnement-là, là, ça devient de plus en plus facile de savoir c'est quoi nos pièces maîtresses et où on va pouvoir créer du contenu supplémentaire pour continuer, dans le fond, l'expérience, continuer la marque. Et j'ai un épisode de podcast qui s'appelait, je me rappelle plus exactement le titre, je pense que c'était l'épisode c'était l'épisode numéro 55, planifier une stratégie de contenu au service de nos objectifs annuels. Je vous encourage d'écouter cet épisode-là si vous l'avez pas écouté aussi en relation avec celui que vous écoutez en ce moment, parce que là-dedans, je parle un petit peu plus de comment être vraiment plus intentionnel au niveau de sa stratégie de contenu. Donc, comment recycler son contenu efficacement? Quel contenu recycler? Comment s'y prendre aussi? Je sais qu'une des grandes peurs, souvent, quand je parle de recyclage de contenu, c'est de penser que les gens vont voir exactement la même chose, ils vont se tanner, ça va avoir l'impression qu'on est paresseux ou qu'on n'a rien à dire, mais il y a des façons de faire qui vont vraiment juste augmenter l'expérience de ce contenu-là ou augmenter la durée de vie de ce contenu-là. Puis c'est ça vraiment qu'on veut aller chercher parce que on n'a pas le temps de toujours
Puis de toute façon, c'est pas juste qu'on n'a pas le temps, mais à un moment donné, on réinvente pas non plus la roue et il faut se rappeler que notre audience a besoin de se faire répéter les choses plusieurs fois et aussi savoir que notre audience n'est pas toujours sur les mêmes plateformes et n'a pas vu tout notre contenu. Parce que c'est très rare que quelqu'un va consommer absolument tout le contenu qui se fait sur toutes les plateformes, à moins qu'ils soient vraiment des super fans, là. Mais même si on a parlé de quelque chose il y a 2 mois, puis là, soudainement, on en reparle, puis on twist un peu d'une façon différente, il y a personne qui va nous dire, là, elle parle tout le temps de la même affaire, là. Fait que, tu sais, je veux juste quand vous allez écouter les petits conseils que je vous donne, vous enlevez peut-être cette peur-là que vous avez de sonner répétitif ou de sonner comme un vieux disque, parce que il faut savoir que la répétition, c'est la clé pour initier l'action. La répétition, c'est la clé pour la conversion. Et votre message, il va falloir que vous le passiez plusieurs fois, sous plusieurs formes, souvent avec quasiment les mêmes mots, mais c'est un petit peu notre job en marketing de toujours répéter les mêmes choses, de toujours répéter notre offre, de toujours répéter notre message. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est si important de travailler le positionnement de ce message-là, parce que si on est pour le répéter autant de fois, il faut qu'on soit sûr que ça va toucher la cible de la bonne façon. Alors, la pression de demeurer visible, c'est réel, mais il ne faut pas nécessairement que le contenu nous fasse dévier des activités à impact élevé au sein de notre entreprise. Alors, les 3 stratégies que j'utilise pour recycler mon contenu, c'est d'abord, transformer le contenu instantané en contenu longue durée. Et je vais commencer avec celui-là, avant de passer au prochain. Puis avant de vraiment rentrer dans ce thème-là, je veux juste spécifier c'est quoi un contenu instantané versus un contenu longue durée. Parce que ça, c'est vraiment un des premiers conseils que je donne à n'importe qui veut intégrer le marketing de contenu à sa stratégie de prospection ou de positionnement de marque. Et c'est d'investir dans au moins une plateforme de contenu longue durée. C'est quoi une plateforme de contenu longue durée? C'est une plateforme sur laquelle le contenu va être mis de l'avant aux utilisateurs pour une période de temps relativement longue. Puis là, je parle selon les standards de l'Internet, naturellement, une fois que ça va avoir été publié. Donc, par exemple, OK, Pinterest. La durée de vie d'une épingle sur Pinterest, c'est en moyenne 4 mois. Sur Internet, moi, j'appelle ça du contenu, mettons, moyenne longue durée, parce que si on pense, par exemple, à un tweet, la durée de vie d'un tweet sur Twitter, c'est de 18 minutes. Je pense comme ça de mémoire que sur Facebook, la durée de vie, c'est, je pense que c'est 5 heures ou quelque chose comme ça. Même chose pour une publication Instagram. Tandis que là, Pinterest, on parle de 4 mois. YouTube, on parle de 20 jours et plus. C'est-à-dire que une fois qu'on va avoir publié une nouvelle vidéo, ça risque d'être encore considéré frais, donc d'apparaître dans les résultats de recherche, d'apparaître dans les recherches organiques plus facilement, tu sais, comme étant comme du contenu nouveau, pendant 20 jours. Ça, c'est pour YouTube. Et le blog, par exemple, tu sais, aurait une durée de vie moyenne de 2 ans et plus. Et ça, naturellement, c'est grâce au SEO, c'est si le blog a été optimisé à la base et surtout s'il est pertinent aux requêtes des utilisateurs. Donc, en général, les plateformes de contenu longue durée vont fonctionner comme des moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'elles vont indexer le contenu comme dans une bibliothèque pour que les utilisateurs puissent effectuer des recherches ciblées puis trouver rapidement l'information qui est en lien avec leurs besoins, t'sais. Puis ça, comme je viens de le dire, avec le blog, c'est le pouvoir du référencement naturel, mais si on pense à YouTube, c'est un peu la même logique, t'sais, on va faire une recherche sur YouTube parce qu'on a besoin d'une information, on a besoin d'aller chercher quelque chose, puis là, après ça, on va rentrer un peu, dans tout ce qui est dans le rabbit hole, comme on parle de YouTube. Pinterest, c'est un moteur de recherche, c'est juste que de ce côté-là, c'est visuel. T'sais. Donc, tout ce qui est considéré comme un moteur de recherche génère en général du contenu qui va être frais plus longtemps, donc du contenu longue durée. Et ça, naturellement, ça s'oppose, tu sais, si on pense à des stories Instagram, là, on parle vraiment du 24 heures, tu sais, ça, c'est comme vraiment, moi, ce que j'appelle le contenu instantané. Et ça, c'est du contenu qu'on doit constamment nourrir si on veut rester top of mind, si on veut rester vraiment
visible à notre communauté, parce que si soudainement j'arrêtais de faire des stories et c'est tout ce que je faisais dans ma vie, ben personne pourrait trouver mon contenu parce que il va se noyer, tu sais, je veux dire, même si je publiais sur Instagram, à moins que je connaisse vraiment tous les hashtags que j'utilise dans ma marque, si un client connaissait tous mes hashtags, ben tu sais, ça va se noyer dans une masse infinie quasiment de contenus qui sont plus ou moins pertinents pour la requête. Fait que tu sais, sur Instagram, on peut pas faire des recherches de requêtes comme ça, comme on ferait sur YouTube ou sur Pinterest ou sur Google, mais c'est vraiment plus pour garder le contact dans le day-to-day, garder un contact constant avec notre communauté. Donc, les avantages du contenu instantané, tu sais, parce que je veux pas bâcher l'un ou l'autre, pour moi, c'est vraiment important qu'on ait une balance, si on fait une stratégie de contenu qui se tient, une balance entre le longue durée puis l'instantané, parce que, bon, les avantages du contenu instantané, ben, c'est de pouvoir communiquer un message rapidement à notre communauté, tu sais. OK, il y a une vente, OK, il y a telle affaire qui se passe, parce que, tu sais, on s'entend, on fait pas des ventes en écrivant des articles de blog nécessairement, où le contenu va devenir désuet parce que la vente est terminée, ou des choses comme ça, tu sais. L'autre but aussi du contenu instantané, ben, c'est d'accompagner notre audience dans son quotidien. Ça demande aussi moins de temps de préparation, ça demande moins de recherche bien souvent. Fait que tu sais, c'est plus facile d'en créer rapidement. L'autre avantage aussi du contenu instantané, c'est que ça va nous permettre aussi de tester certains messages, certains niveaux de viralité. Tu sais, ça va nous permettre de tester l'intérêt que certaines thématiques ou certaines façons d'adresser certaines choses vont générer auprès de notre communauté, parce que là, on va avoir un retour instantané aussi. Tu sais, on va savoir, tu sais, on peut tout de suite savoir si les gens vont répondre à ce qu'on écrit, à ce qu'on dit. Si ça résonne, on peut faire des sondages. Tu sais, il y a plein de petits outils sur ces réseaux sociaux-là ou ces outils-là qui nous permettent de vraiment communiquer rapidement avec notre public. Donc, tu sais, moi, perso, j'utilise beaucoup les stories Instagram. J'utilise aussi les publications LinkedIn, que je trouve qui sont, elles aussi, tu sais, je pense qu'une publication LinkedIn, si je me rappelle bien des statistiques, c'était en moyenne 7 jours que ça va durer. Tu sais, c'est entre 24 heures et 7 jours. Tu sais, une publication qui est OK va durer peut-être 24 heures, 48 heures, tandis qu'une publication qui a pogné pourrait durer jusqu'à 7 jours. Des fois, j'ai vu des publications qui ont duré jusqu'à 1 mois et qui continuaient à apparaître sur mon fil d'actualité, même si elles avaient été publiées il y a 1 mois. Ça, c'est quand même rare, mais ça arrive. Donc, moi, perso, je crée mon contenu rapidement en stories, puis ensuite, je le transforme en article de blog ou en épisode de podcast, en infolette, puis parfois même, ça m'est arrivé, de le transformer en webinaire, en bonne et due forme, parce que si je vois qu'il y a une bonne réaction à du contenu que j'ai créé rapidement comme ça veut dire que le sujet vaut la peine d'être approfondi. Fait que ça, c'est une des premières choses qu'on peut faire quand on crée du contenu sur des plateformes instantanées, c'est de voir, bon, qu'est-ce qui a pogné, puis est-ce qu'on peut approfondir ce sujet-là pour en créer d'autres types de contenus. Alors, tu sais, c'est pratique, justement, quand on veut valider l'intérêt, avant d'entrer dans une création de contenu très complexe. Tu sais, comme, par exemple, si on décide de tourner une vidéo YouTube, ce qui demande quand même pas mal d'investissement en temps. Tu sais, il faut faire son setup, il faut faire, tu sais, faut scripter un peu qu'est-ce qu'on va faire. Après ça, il y a du montage, tu sais, ça prend plusieurs heures faire ça. Fait qu'avant de s'embarquer là-dedans, moi, je suis un peu de l'idée, tu sais, allez tester votre contenu sur des plateformes plus instantanées, voir est-ce que ça vaut la peine de s'embarquer là-dedans. Et puis après ça, ben, on écrit un petit peu plus, puis on prend le temps vraiment de étendre. Donc, conseil par rapport à ça, je le répète, se tourner régulièrement du côté de notre contenu instantané, puis aller chercher des conversations qui auraient suscité le plus de réactions et de commentaires, puis ensuite créer du contenu substantiel. D'où l'importance de regarder parfois aussi ses stats, ses statistiques, pour voir où on en est aussi avec notre création de contenu. Attention, je vais juste faire un petit avertissement ici, par contre. Quand je vous dis d'utiliser du contenu instantané pour aller vers du contenu plus longue durée, ou vice-versa, tu sais, parce que ça se peut que vous preniez un article de blog puis vous décidiez, OK, ben,
je vais juste en faire des stories par rapport à ça, ou comme c'est le cas en ce moment, mais bien que là, on est de contenu longue durée à longue durée, je suis en train de prendre des conseils que j'avais écrits dans un blog et je vous les transfère en podcast. Ce qui pourrait être l'inverse. Parfois, j'écris des blogs suite à l'enregistrement de podcast, mais bref. On ne fait pas juste copier-coller le contenu d'une plateforme à l'autre. C'est important de penser à la façon dont le contenu est consommé selon chaque plateforme, OK? Puis, par exemple, c'est sûr que vous n'allez pas scripter une story Instagram pour en faire un article de blog, ou vous n'allez pas lire un article de blog sur votre live YouTube ou votre live Facebook. Tu sais, il faut tout le temps se dire, tu sais, le public, il est sur cette plateforme-là, pourquoi exactement, et qu'est-ce qu'il vient chercher sur mon compte, sur mon contenu, puis est-ce que je peux lui servir d'une façon qui est peut-être un peu différente, l'apprêter différemment, le raccourcir, le rendre plus punché, le rendre plus personnel, peu importe la saveur que vous mettez selon chaque plateforme. C'est juste que là, tu sais, je vous encourage pas à faire des copier-coller genre Instagram, Facebook, YouTube, mais vraiment juste de mettre un peu plus de réflexion tout en restant autour du même sujet. OK, stratégie numéro 2, revisiter les hits du passé. Tu sais, un peu dans le même ordre d'idées. C'est toujours utile de garder un œil sur nos stats pour comprendre quel contenu a généré ou génère encore le plus d'intérêt auprès de la communauté. Et dans mon cas, ben moi, c'est sûr que j'ai un blog qui, tu sais, j'ai écrit quasiment un article de blog par semaine depuis les 4 dernières années. Donc, j'ai à peu près 300 articles de blog sur mon site. Et grâce à Google Analytics, ben, je peux facilement aller identifier, par exemple, mon top 10. T'sais, en 2021, est-ce qu'il y a eu un top 10 de mes articles les plus consultés? Parce que ça veut dire que par la recherche organique, c'est ceux-là qui sont sortis le plus souvent dans les recherches. Ça veut dire que c'est des sujets qui sont les plus pertinents ou chauds pour mon public actuellement. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que je pourrais décider de les transformer, encore une fois, en épisodes de podcast, parce que là, bon, j'ai délaissé un petit peu la rédaction d'articles pour me concentrer sur l'audio. Donc, tu sais, j'ai déjà une bonne matière qui pourrait me servir si j'ai plus d'idées ou si j'ai quelque chose qui... ben pas que j'ai plus d'idées, mais mettons, genre, je veux optimiser ou m'assurer que des gens qui l'ont peut-être pas trouvé par SEO vont avoir la même type d'information parce qu'ils suivent mon podcast ou des choses comme ça, tu sais. Je pourrais aussi le transformer en séquence courriel, par exemple. Je pourrais en faire un aimant à client, un freebie, ou je peux les décliner aussi en publication LinkedIn ou Instagram, puis aller tester aussi, est-ce qu'il y a autant de popularité sur la recherche organique via Google qu'il y en a sur LinkedIn, tu sais, est-ce qu'on parle au même public? Fait que le contenu, c'est toujours un moyen de dialoguer avec notre public, puis il faut toujours s'en rappeler aussi comme ça, de savoir, moi, j'ai des tu sais, par exemple, là, Google Analytics me donne des indices. Est-ce que ces indices-là sont pertinents sur les autres plateformes que j'utilise? L'autre chose aussi qui est intéressante quand on fait la stratégie de contenu, particulièrement si vous avez des blogs, là, c'est sûr, comme par exemple, des blogs ou des podcasts. Le podcast, tu sais, moi, en général, je vais écrire un petit texte pour présenter le sujet du podcast. Par contre, je pourrais décider, OK, ben, ces 10 podcasts-là ont vraiment beaucoup fonctionné. Je pourrais décider d'en écrire des longs articles de blog et là, je pourrais jouer sur 2 tableaux. Je jouerais sur le tableau du podcast et je jouerais sur le tableau du référencement naturel parce que le texte lui-même serait assez fort pour générer probablement des requêtes organiques vers ce sujet-là. Les possibilités sont vraiment, vraiment infinies. Donc, le petit conseil ici, c'est de faire de vos statistiques vos alliés et de vérifier, genre, de temps en temps, tu sais, c'est quoi vos contenus qui performent le plus année après année et est-ce que vous pouvez les bonifier? Est-ce que vous pourriez, à la place de en faire un article de 1000 mots, ben, en faire un article d'expert, tu sais, un article très approfondi, genre, tu sais, augmenter, en faire un e-book même, pourquoi pas, tu sais. Donc, les possibilités sont infinies, mais basez-vous sur le contenu qui fonctionne. Troisième stratégie pour recycler son contenu, c'est de piger dans
notre contenu payant. Une chose que je trouve qu'on se permet pas assez de faire, justement, c'est de piger au cœur de notre offre de service du contenu qui est peut-être réservé à notre client, puis d'aller chercher des concepts, des idées, notre expertise dans le fond, pour en créer du contenu gratuit. Ça veut pas dire qu'on va tout donner, ça veut pas dire qu'on est en train, genre, de se cannibaliser à travers notre contenu gratuit, ça veut juste dire qu'on donne des... c'est un peu comme des dégustations de notre contenu payant, puis de toute façon, c'est notre expertise. Donc, c'est sûr qu'on va en parler, veut pas, mais des fois, c'est juste plus facile d'aller revisiter. Ben regarde, ça, c'est les grandes thématiques que je traite dans mes coachings, ça, c'est les grandes thématiques que je traite dans mes cours ou dans mes webinaires. Ben comment est-ce que je peux en faire des petits bite-size, des petites bouchées que les gens peuvent aller consommer facilement et rapidement, puis ça peut leur donner envie d'aller explorer un peu plus loin aussi, tu sais. Donc, rassurez-vous, tu sais, on va pas trop en donner parce que, encore une fois, les gens, ils consomment notre contenu gratuit pas de la même façon qu'ils vont consommer notre contenu payant et aussi, ils vont pas tous voir, tu sais, vous seriez vraiment surpris, là, tu sais, on a tellement pas un gros champ d'attention et, tu sais, on va pas se rappeler ce que la personne, elle a écrit sur LinkedIn il y a 3 jours. Par contre, tu sais, d'avoir cette constance-là, d'avoir cette pertinence-là sur votre contenu, ça peut être la petite étincelle que ça prenait cette journée-là pour aller chercher ce client-là qui dit « Coudonc, ça fait genre 1 an que je la suis sur LinkedIn, puis elle dit tout le temps des choses pertinentes, puis aujourd'hui, cette chose qu'elle a dit, ben ça m'a donné envie d'aller regarder qu'est-ce qu'elle fait du côté plus expertise, du côté professionnel. » Fait que minimisez pas l'effort, les résultats qui sont créés suite à des efforts constants sur votre contenu. Donc, voilà, tu sais, conseils par rapport à ça, parler des grandes lignes, ouvrir les conversations, expliquer les difficultés aussi que vos clients y rencontrent avec certaines étapes de transformation dans votre processus. C'est toujours intéressant d'utiliser ce qu'on apprend nous-mêmes aussi en tant que professionnels sur la relation client, sur comment nos clients interagissent avec notre contenu, parce que souvent, ça va ouvrir des champs de communication, des champs d'exploration aussi qui vont créer de l'excellent contenu complémentaire avec ce qu'on a déjà créé. Et je vais terminer cet épisode en vous disant que si, par exemple, vous réalisez que vous en avez plus d'idées, vous avez plus de créativité, ça marche plus, vous savez plus quoi écrire, ben c'est normal, puis c'est correct aussi de prendre un break si nécessaire, et de ralentir peut-être votre cadence de publication, parce que il y a rien de mal à sauter une semaine par-ci par-là, à sauter une infolette quand vous le filez pas, tu sais, je veux dire, qu'un épisode sorte pas une semaine, tu sais, personne va se demander si la Terre va continuer de tourner. C'est correct de prendre une pause des réseaux sociaux, puis tant que vous revenez à un moment donné, puis vous revenez dans votre bonne énergie, puis, tu sais, vous revenez avec du contenu pertinent, ben les gens vont être juste plus contents, puis des fois, ça donne que des fois, des petites pauses, ça nous permet de créer l'air nécessaire pour notre communauté aussi, pour raviver son intérêt pour nous. Fait que, tu sais, utilisez pas nécessairement la pause de façon stratégique, mais sachez que si vous avez besoin de prendre un break de création de contenu, c'est tout à fait normal, faut pas s'en vouloir. Voilà, tu sais, je pense que peut-être la dernière chose que je vais vous dire, c'est que faudrait pas que la création de contenu, ce soit une grosse épine dans votre pied, tu sais. Essayez de trouver une façon que ça soit le fun, que vous puissiez limiter aussi l'effort que vous y mettez. Tu sais, si vous préférez faire de la vidéo parce que pour vous, c'est plus facile de parler que d'écrire, prioriser ce genre de contenu-là. Si, au contraire, vous êtes plus du type écrit, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'habileté à l'écrit, puis c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur LinkedIn, je fais presque exclusivement des publications écrites, mais ça veut pas dire aussi que, tu sais, des fois, quand on veut prendre des pauses aussi, ça veut pas dire que c'est pas le fun d'expérimenter puis d'aller chercher des choses, puis la meilleure façon d'expérimenter, ben, c'est de prendre du contenu qu'on a déjà créé, qu'on a déjà vu qui fonctionnait,
puis d'essayer juste des nouvelles stratégies, des nouvelles plateformes, des nouvelles façons de le twister, de le présenter. Alors, j'espère que ça va vous avoir donné quelques idées pour votre recyclage de contenu. Si jamais vous avez d'autres idées que vous voulez ajouter à la liste, n'hésitez pas à me les partager, que ce soit par courriel, Instagram, peu importe là où vous voulez. Me partager vos bonnes idées. J'aime toujours avoir votre rétroaction après les épisodes. Et si vous vous sentez dans un mood généreux, un mood de partage, allez donc laisser 5 étoiles à l'ambition au féminin sur iTunes. Ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien pour le podcast parce que nous, les créateurs de contenu, malgré tout, on fait beaucoup de travail gratuit et notre grande paye, c'est la reconnaissance qu'on reçoit de la part de nos auditeurs, lecteurs, etc. Donc, je vous souhaite sur ce une super belle semaine et on va se retrouver avec un nouvel épisode lundi prochain. Bonne journée! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!